Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Mandarin TV et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine et les relations franco-chinoises. Voici les titres de l'actualité. Xi Jinping, le président chinois, a félicité mercredi les forces de police chinoises et leur a remis le drapeau. La Chine continue de moderniser sa technologie militaire. Elle a présenté une nouvelle bombe, la Tianlai 500. Deux jeunes femmes de Guangzhou ont nourri 10 000 personnes via une banque alimentaire. The 800 relance le cinéma chinois. Le film est déjà considéré comme le plus gros succès de cette année 2020 en Chine, alors qu'il vient à peine de sortir. Et pour finir ce journal, nous nous rendrons dans la cité céleste, Hangzhou, le berceau de la soie. Mercredi, lors de la cérémonie qui s'est tenue au Grand Palais du Peuple, le président chinois Xi Jinping a remis le drapeau de la police aux forces de police chinoises. Monsieur Xi a remis le drapeau au ministre de la Sécurité publique Zhao Kexi et au ministre de la Sûreté de l'État Chen Wenjing. Plus de 300 policiers présents ont salué le drapeau. Dans son discours prononcé à la cérémonie, Monsieur Xi a salué les grandes contributions apportées par la police chinoise à la sauvegarde de la sécurité nationale, de la stabilité sociale et des intérêts du peuple, la qualifiant de forte puissance digne de la confiance totale du parti et du peuple. Il a appelé aussi les forces de police à maintenir la direction absolue du parti. Monsieur Xi a souligné que les forces de police doivent maintenir une philosophie centrée sur le peuple et rester engagées à le servir. Il a aussi souligné l'importance de déployer des efforts pour améliorer la crédibilité de l'application de la loi, de l'administration de la justice, pour assurer l'équité et la justice dans le traitement de toutes les affaires. Mettant l'accent sur une discipline stricte, Monsieur Xi a également demandé aux forces de police de forger une discipline et une conduite exemplaires. Wang Wenning, membre du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC et membre du secrétariat du comité central du PCC, a lu la décision du comité central sur la remise du drapeau. Le vice-premier ministre Han Zheng, membre du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC, a également assisté à la cérémonie. Et lors d'un spot télévisé, l'armée de la République populaire a dévoilé un nouveau type de bombe, la Tianlai 500, tonnerre céleste en mandarin. Cette arme pèse près de 500 kg et peut être tirée depuis un avion pour détruire des cibles au sol. L'engin se sert d'un système GPS et d'un laser de haute précision pour se guider. Pour faire le plus de dégâts possible, le Tianlai 500 embarque en son sein plus de 240 munitions explosives de la taille d'une balle de tennis. De quoi faire pleuvoir un feu destructeur sur plus de 6000 m². Cette bombe planante peut voler sur un trajet de plus de 60 km avant d'atteindre son point de chute. Elle est surtout destinée à détruire des véhicules blindés ennemis ou des bases militaires et des aéroports. Des regroupements de soldats ennemis pourraient également être visés en fonction des objectifs annoncés. Le concept de bombe planante, comme la Tianlai 500, n'est pas nouveau. Ce type d'arme militaire a été imaginé durant la Première Guerre mondiale, mais non employé durant ce conflit. Les premiers modèles perfectionnés sont apparus en Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Elles disposaient alors d'un guidage à distance, ce qui en faisait des bombes redoutables. Plus récemment, elles ont aussi été utilisées massivement par les États-Unis contre l'Irak pendant la Seconde Guerre du Golfe en 2003. Un ancien soldat de l'armée chinoise a mis ses talents de pirate informatique au service du pays, prêt à riposter quand l'honneur de Pékin est attaqué. Depuis son petit bureau de Dongguan, non loin de Hong Kong, Prince se présente comme l'un des officiers de l'Alliance des Pirates Rouges. Du bout de sa souris, il revendique plusieurs dizaines de volontaires sous ses ordres. Il a mis ses talents de pirate informatique pour défendre la patrie. Mais le trentenaire est davantage un cyber-militant qu'un de ces obscurs pirates chinois redoutés par les services de renseignement occidentaux. Ses armes, faire planter les serveurs de sites étrangers perçus comme hostiles ou les recouvrir de drapeaux rouges. Le cyberactiviste, qui refuse de donner son vrai nom, explique à l'AFP qu'il a gardé de son passage à l'armée la fibre patriotique. Selon lui, les soldats ont un rôle patriotique à jouer dans les vraies batailles. C'est donc tout naturellement qu'il a cherché à assurer le même rôle en ligne. Le piratage informatique est illégal en Chine, mais pendant des années, le régime communiste a fermé les yeux sur les activités de l'Alliance, l'un des groupes de hackers les plus anciens et les plus connus du pays. Vers le milieu des années 2000, le mouvement comptait plus de 80 000 membres, selon Prince, mais les effectifs ont fondu à mesure que les volontaires, issus du boom de l'informatique, étaient recrutés par des services de cybersécurité.
Prince lui-même est programmateur informatique de métier. Son activité de pirate relève du bénévolat. Les membres de l'Alliance doivent être âgés d'au moins 18 ans et avoir de hautes qualités morales, assure Prince. En 2017, une loi sur la cybersécurité a renforcé les sanctions contre le piratage en Chine. Il est devenu beaucoup plus difficile de travailler en ligne sous une fausse identité. Prince est devenu un pirate rouge en 2005 après s'être découvert une passion pour l'informatique à sa sortie de l'armée. Il explique que le devoir l'oblige à défendre la souveraineté du pays dans le cyberespace. Depuis son clavier, il nous assure qu'il n'attaque personne et ne fait que riposter quand son pays est menacé. Le coronavirus a immobilisé la majorité des avions en février. Aujourd'hui, le trafic a bien repris en Chine. Selon une société mondiale de données sur les voyages, les vols en Chine devraient même se redresser complètement au début du mois prochain. Une bonne nouvelle pour ce secteur en crise. Ce mois-ci, les arrivées nationales dans les aéroports chinois ont atteint 86% des niveaux de 2019, selon les chiffres de ForwardKeys. Cette prédiction est une lueur d'espoir pour l'industrie aérienne qui souffre de licenciements massifs et de pertes. À la mi-février, la majorité des vols en Chine ont été annulés car le gouvernement a pris des mesures strictes pour contrôler la propagation du virus. À mesure que les cas de virus diminuaient, davantage de vols ont été rétablis et les réservations sont maintenant de retour à 98%, la plupart étant pour des voyages de la mi-août à la fin août. Olivier Ponty de ForwardKeys a déclaré que c'est un moment très significatif car c'est la première fois depuis le début de l'épidémie de Covid-19 qu'un segment majeur du marché de l'aviation partout dans le monde revient à des niveaux pré-pandémiques. ForwardKeys prévoit une reprise complète du trafic aérien. Leur prédiction est basée sur 4 facteurs. Premièrement, la pandémie est désormais sous contrôle. Deuxièmement, la capacité des sièges de l'aviation intérieure devrait augmenter de 5,7% au cours de la dernière semaine d'août par rapport à la même période l'année dernière. Troisièmement, de nouveaux élèves et étudiants voyagent avant la rentrée de septembre. Enfin, des promotions de prix agressives ont fortement stimulé la demande. Depuis la mi-juin, 9 compagnies aériennes chinoises ont lancé une douzaine d'offres différentes. Par exemple, la promotion Fly Happily de China Southern permet aux clients de voyager vers n'importe quelle destination dans le pays avant le 6 janvier pour moins de 500 €. Jusqu'à la fin de l'année, Hainan Airlines permet aux passagers de ces compagnies aériennes de prendre un vol de et vers Hainan pour 326 € et Xiamen Airlines lance Students Fly qui permet aux étudiants de première année d'université de prendre un vol entre le 25 août et le 25 septembre pour seulement 33 €. Rétrospectivement, le marché de l'aviation en Chine a atteint son niveau le plus bas au cours de la deuxième semaine de février et il a lentement progressé depuis lors. L'analyse des destinations en Chine révèle que Sanya, le haut lieu des vacances dans la mer de Chine méridionale, a été le plus performant avec une croissance de 14,2% en glissement annuel au cours de la deuxième semaine d'août, aidée par la nouvelle politique de franchise douanière de la province de Hainan introduite le 1er juillet. Chongqing, Chengdu, Shanghai et Shenzhen ont également connu une croissance positive d'une année sur l'autre en raison de niveaux d'activité économique plus élevés. Toutefois, les voyages des Chinois à Pékin accusent toujours un retard de 24,8% par rapport à la même période en 2019. Avec la reprise quasi normale de ces vols, la Chine donne une lueur d'espoir à toute l'industrie aérienne mondiale. C'est devenu l'une des priorités du moment pour la Chine, lutter contre le gaspillage alimentaire. 2 jeunes femmes de Guangzhou ont eu la bonne idée, il y a 3 ans, de lancer une banque alimentaire. Leur initiative a permis de nourrir plus de 10 000 personnes. Au cours des 3 dernières années, près de 26 tonnes de nourriture auraient dû finir à la poubelle. Au lieu de ça, grâce à une banque alimentaire locale, elles ont servi à nourrir plus de 10 000 personnes. Chen Jiahua et Zhang Ying, toutes deux au début de la vingtaine, ont ouvert une banque alimentaire pour récupérer des aliments qui étaient encore bons, mais qui n'étaient pas utilisés ou sur le point d'expirer. Chen Jiahua a découvert les banques alimentaires lors de ses études de sciences de l'environnement au Canada, et c'est ainsi que la banque alimentaire PDT Food Depot, PDT pour pommes de terre en français, est née et a commencé la distribution. Elle s'est ensuite étendue à une bien plus grande partie de la ville avec l'aide du centre de communication et de conservation écologique Oasis de Shanghai, qui a créé la première banque alimentaire du pays en 2014. Le programme des 2 jeunes femmes a également rejoint le réseau des banques alimentaires d'Oasis,
Les partenaires du réseau partagent des informations sur l'obtention de produits donnés, généralement des produits alimentaires proches de leur date de péremption dans les supermarchés et les producteurs ou les excédents des restaurants, afin que cette nourriture puisse être redistribuée aux destinataires les plus proches. PDT a également ouvert 19 centres qui offrent de la nourriture et des services tels que des centres de soins pour les sans-abri et des installations de bien-être pour les enfants handicapés mentaux. Chen Jiahua a expliqué que leur objectif est de développer un réseau de redistribution alimentaire couvrant le sud de la Chine tout en explorant un avenir à zéro gaspillage alimentaire grâce aux efforts conjoints des entreprises alimentaires et des consommateurs, d'autant plus que le pays a récemment lancé une campagne nationale pour éviter le gaspillage alimentaire inutile. Pour 2020, le programme vise à réduire de 100 tonnes la quantité de nourriture gaspillée à Guangzhou grâce au partage et aux dons. Tout comme à Guangzhou, les banques alimentaires qui redistribuent principalement les aliments de base aux familles pauvres se sont développées dans tout le pays. Les objectifs ne sont pas seulement de récupérer de la nourriture qui serait autrement gaspillée, mais aussi de protéger l'environnement et d'aider les personnes et les familles à faible revenu. Le réseau de banques alimentaires d'Oasis a été étendu à au moins 11 régions de niveau provincial, dont Pékin. Certains de ces efforts ont été supervisés par Oasis, mais au moins 5 banques alimentaires locales ont appris du modèle Oasis et ont rejoint son réseau de distribution alimentaire. Selon Oasis, 580 tonnes de nourriture d'une valeur de plus de 31 millions de yuan, soit l'équivalent de 4,6 millions d'euros, produites par 202 entreprises alimentaires avaient été récupérées à la fin de 2019. La nourriture a été distribuée à 760 000 personnes dans près de 250 organisations à but non lucratif, communautés et écoles. The 800 est de retour au box-office. Le blockbuster chinois redonne un énorme coup de pouce à l'industrie cinématographique, 200 millions de dollars de recettes estimées. C'est le premier film chinois entièrement tourné avec des caméras IMAX et doté d'un budget de production de plus de 80 millions de dollars. The 800 est réalisé par Quang Hu. Au cours du week-end, selon le tracker régional du box-office Artisan Gateway, The 800 a déjà récolté environ 112 millions de dollars en Chine, en comptant les avant-premières, et ce malgré le fait que les cinémas en Chine continuent de limiter leur capacité de 50% au milieu de la pandémie de nouveau coronavirus. Réalisé par Quang Hu, le long métrage raconte un moment historique dans la guerre sino-japonaise de 1937. Réalisé par Quang Hu, le long métrage raconte un moment historique dans la guerre sino-japonaise de 1937, lorsque des centaines de soldats chinois du Parti nationaliste ont repoussé l'envahisseur japonais. Le film a reçu des notes plus que positives sur les plateformes chinoises telles que Maoyan et M-Time, avec une note de 9,3 et 8 sur 10. The 800 est déjà considéré comme le plus gros succès de cette année 2020 en Chine. Une bonne nouvelle pour l'industrie cinématographique mondiale qui a été dévastée par les fermetures généralisées des salles de cinéma. The 800 c'est dans les salles en Chine, mais malheureusement pour le moment, aucune date française n'a été dévoilée. 把戏把戏的弟兄们，因为有你们，上海还在。我们中国还有希望！不输了！保护世界，我们打！不留名了，复活了！这些孩子，个个都是爹娘生的。结束过程！欲知无其哀见。 主子长大成人，仍宜当军人，为父报仇，为国尽忠为义，让我子孙后代再不受此屈辱。 Pendant des millénaires, la Chine a envoûté le monde de ses mystérieuses étoffes. Très vite, objet de convoitise, la soie fut rapidement source de nombreux échanges entre nos deux continents. Direction Hangzhou à la découverte de l'art de la soie.
dans la soie. Au fil du temps, cette matière si noble a dévoilé tous ses secrets à Madame Tian. À plus de 70 ans, elle est passée maître dans l'art de la confection de brocart de la dynastie Song. Cette étoffe très riche, décorée par le tissage de fils d'or ou d'argent. Le brocart Song, par sa structure, son style et ses motifs, se démarque. C'est un tissu extrêmement fin et élégant, et il a aussi de divers usages. C'est l'un des plus représentatifs de nos patrimoines immatériels et culturels. Et ce n'est pas par hasard que Madame Chiang a fait une brillante carrière à Hangzhou. La ville située sur les rives du magnifique lac de l'Ouest est, depuis la nuit des temps, considérée comme la capitale de la soie et le point de départ de la fameuse route de la soie. C'est une route qui traverse plus de 5000 km et qui trouve son origine il y a des milliers d'années. Et aujourd'hui, dans la stratégie gouvernementale, une ceinture, une route, la soie mérite de prendre sa place. Si notre pays accorde une grande attention aux applications de la soie, notre soie, le brocart Song, pourra connaître une renaissance. La Chine est le berceau de la soie et conséquemment, cette matière occupe une place importante dans l'inconscient collectif des Chinois depuis plusieurs siècles. Même si les technologies de pointe vont jouer un rôle central dans la stratégie économique de la Chine, la soie incarne des valeurs qui sont inhérentes à la culture chinoise. Si nous parlons des caractéristiques chinoises, la soie a toujours réussi à prendre sa place, par exemple à l'occasion des Jeux olympiques de Beijing en 2008, de l'Expo universelle et des Jeux asiatiques. Pour le sommet de l'APEC, j'ai utilisé le signe Wan dans le design des costumes. Voyons, le brocart de notre ancienne époque est magnifique. À l'heure actuelle, il nous manque de jeunes talents et les fonds investis sont insuffisants. Il y a très peu de jeunes qui veulent s'investir dans ce métier parce que le travail, c'est très compliqué, minutieux, mais aussi c'est très solitaire. Mais des jeunes, il y en a pour reprendre le flambeau. Chen Gang est créateur de mode et fait partie de cette nouvelle génération de Chinois qui sont capables de marier les influences chinoises traditionnelles aux tendances occidentales les plus avant-gardistes. Il représente le motif des tiares de l'ancienne époque chinoise et au détail, on s'aperçoit qu'il y a des accessoires traditionnels et des signes qui représentent la culture impériale. Il s'agit d'un phénix, symbole de la culture chinoise, mais aussi par son design, c'est très occidental. C'est une combinaison parfaite de la tradition chinoise et du design moderne. Et ce mariage se constate dans d'autres aspects de l'industrie. Ici, on parle Wensley de Marc Rosier, une entreprise française qui œuvre aussi dans le domaine de la soie depuis plus d'un siècle, change considérablement les perspectives. Ce partenariat ouvre le marché français à l'entreprise basée à Hangzhou, dont l'objectif est de s'orienter vers le marché haut de gamme. Depuis l'an dernier, nous sommes sortis de la Chine. Quand une société entre dans une certaine étape de son développement, il faut qu'elle s'internationalise. Nous avons acheté la marque française Marc Rosier. Cette marque, qui a plus de 120 ans d'histoire dans le domaine de la soie en France, nous a fait voir que nous avions pas mal d'améliorations à faire sur la gestion des marques. Nous voulons aller ailleurs, inviter d'autres partenaires et finalement perfectionner la qualité de nos marques. Des partenariats, bien sûr, mais aussi tisser des liens historiques, c'est ce qui intéresse l'entreprise. Une façon de faire qui permet de partager les compétences, mais aussi d'ouvrir l'accès à de nouveaux marchés. Beauté, prospérité, savoir-faire. La soie a toujours incarné les valeurs que la Chine souhaite partager avec le reste du monde. Grâce à de nombreux partenariats, l'esprit qui anime ses créateurs depuis des générations va pouvoir perdurer encore pendant très longtemps. Et c'est déjà la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et retrouvez toute l'actualité franco-chinoise sur mandarintv.fr. Excellente journée ou soirée sur Mandarin TV.